Reposez cet article immédiatement et suivez-moi dans le local de sécurité. Je ne fais qu'examiner ce sac pour l'anniversaire de ma mère, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est votre présence ici. Vos mains tremblent, vous cherchez les issues. C'est un comportement typique. Je cherche le prix, rien de plus. Pourquoi me parlez-vous sur ce tombé? Monsieur, vous devriez reculer. Cet individu a tenté. Cet individu est mon fils. Et vous venez de mettre fin à votre carrière et à l'existence de cet établissement. L'agent de sécurité, Marc Lefebvre, réduit la distance à moins de 30 cm. Une technique d'intimidation physique documentée par la caméra de surveillance de l'entrée à 14h12. Le jeune homme, Malik Traoré, maintient un contact visuel mais recule d'un pas, ses mains restant visibles et ouvertes. Un signe de soumission non agressive que Lefebvre interprète pourtant, selon son rapport ultérieur, comme une préparation à la fuite. Malik Traoré, 17 ans, est un lycéen d'élite résidant dans le 7e arrondissement de Paris. Fils de propriétaire d'un hôtel particulier et bénéficiant d'un capital culturel et social immense, il est habitué au code du luxe. Ce jour-là, il effectue une activité banale. L'achat d'un cadeau dans un établissement de l'avenue Montaigne. Son attitude est celle d'un client confiant, ignorant que son apparence physique déclenche chez d'autres un protocole de suspicion archaïque. Marc Lefebvre, 48 ans, est agent de sécurité principal pour la maison Valmont depuis 6 ans. Ancien militaire de carrière avec un salaire mensuel de 2 400 €, il affiche un dossier professionnel marqué par 3 signalements internes pour zèle excessif et profilage discriminatoire, datés de 2019 et 2021. Son historique révèle une tendance à percevoir les individus issus de certaines minorités comme des intrus systémiques dans l'écosystème du luxe parisien. Une distorsion cognitive qui va aujourd'hui précipiter sa chute. Selon vous, un agent de sécurité privée a-t-il le droit d'exiger qu'un client le suive sans preuve flagrante de vol? Ou s'agit-il d'une séquestration illégale dès la première seconde? Argumentez votre position dans les commentaires. L'avenue Montaigne, fleuron du triangle d'or parisien, représente l'épicentre mondial de la haute couture. Ici, le mètre carré de vente se négocie à des prix stratosphériques, et la sécurité est une architecture invisible mais omniprésente. Le quartier a subi une gentrification extrême au fil des décennies, créant une bulle socio-économique où la présence de la jeunesse issue de la diversité est souvent perçue, par une garde prétorienne vieillissante, comme une anomalie statistique. L'air à l'intérieur de la boutique est saturé d'un parfum de luxe, la température est maintenue à 19 degrés constants, et le silence n'est rompu que par le murmure des transactions à 5 chiffres. C'est dans ce décor de velours que la confrontation va prendre une tournure forensique. La psychologie de Malik est ancrée dans une sécurité ontologique. Il sait qui il est et ce qu'il représente. Il ne ressent aucune culpabilité, car il possède les moyens financiers de s'offrir l'intégralité du rayon. À l'inverse, Lefebvre agit selon une logique de protection territoriale. Pour lui, Malik n'est pas un client, mais un vecteur de risque qu'il doit neutraliser pour justifier sa fonction de gardien du temple. Cette divergence de perception est le moteur de l'escalade. Lefebvre se souvient d'un incident en octobre 2022 où 2 adolescents avaient tenté un vol à l'étalage dans une boutique voisine. Il projette ce souvenir sur Malik, ignorant les indices contextuels contraires. À 14h15 et 22, l'audio de la caméra de l'entrée capture une accélération du débit verbal de l'agent. « Vous ne sortirez pas d'ici avec ce sac. Donnez-le-moi maintenant. » Lefebvre tend le bras, sa main frôlant le poignet de Malik. Le jeune homme resserre instinctivement sa prise sur l'objet, non par désir de vol, mais par réflexe de protection de sa propriété imminente. « Ne me touchez pas. Je vais payer cet article. Appelez votre responsable. Je suis le responsable de la sécurité ici. Vous allez coopérer ou je vous neutralise. » L'analyse du langage corporel à 14h, 16h05 montre Lefebvre adoptant une posture de combat. Jambes écartées, centre de gravité abaissé. Malik, quant à lui, garde son téléphone dans la main gauche, les doigts déverrouillant l'écran. Les images montrent que Malik n'a jamais tenté de dissimuler l'article. Il est resté en plein centre de l'allée principale, sous l'angle mort de personne. À 14h 16h40, la situation bascule. Lefebvre saisit Malik par le col de son pull en cachemire. L'audio révèle une respiration courte et saccadée de l'agent, signe d'un stress aigu non maîtrisé, alors que Malik reste étrangement calme. Une réaction typique des individus conscients de leur supériorité juridique. « Lâchez-moi. Vous commettez une erreur monumentale. Mon père est en route. On connaît la chanson.
Ton père va venir me voir en garde à vue, ouais. Lefebvre effectue alors une clé de bras, à 14h, 17h12. La caméra haute définition capture la distorsion du visage de l'adolescent sous l'effet de la douleur. Malik est projeté contre un présentoir en cristal. Le fracas du verre qui vole en éclats marque le point de non-retour juridique. Lefebvre maintient son genou sur l'omoplate du jeune homme, une technique de contention strictement réglementée, et ici appliquée sans aucune justification de dangerosité. Les images de 14h18 révèlent un détail crucial. 2 autres clients, un couple de touristes, observent la scène. Ils ne sont pas inquiétés par Lefebvre, bien qu'ils soient plus proches des sorties que Malik ne l'a jamais été. La preuve du biais racial est ici visuelle et irréfutable. L'usage de la force physique par un agent privé sur un mineur, sans arme apparente et sans tentative de fuite filmée, peut-il être justifié par le soupçon raisonnable? Le droit français est-il trop laxiste ou trop strict avec la sécurité privée? Donnez votre avis ci-dessous. À 14h, 22 minutes et 5 secondes, la porte de la boutique s'ouvre. Un homme d'une cinquantaine d'années entre, suivi de 2 officiers de la direction de la sécurité de la présidence de la République, DSPR, en costume sombre. Il s'agit de Jean-Baptiste Traoré, ministre délégué auprès du Premier ministre. L'analyse forensique de cette séquence est révélatrice. Lorsque Lefebvre aperçoit les officiers de protection rapprochés, il ne relâche pas sa prise immédiatement. Il croit d'abord à un renfort policier qu'il aurait lui-même sollicité mentalement. Ce n'est que lorsqu'il croise le regard du ministre que sa posture s'affaisse. Ses épaules s'abaissent de 3 cm, ses doigts se desserrent. La réalisation est silencieuse mais totale. « Monsieur, vous devriez reculer, cet individu a tenté. » Lefebvre s'interrompt. Il remarque enfin le badge diplomatique et l'autorité naturelle de l'homme qui lui fait face. Le silence qui suit dure précisément 7 secondes sur l'enregistrement. C'est le temps nécessaire pour que le monde de Lefebvre s'écroule. Cet individu est mon fils. Et vous venez de mettre fin à votre carrière et à l'existence de cet établissement. Le ton du ministre est glacial, dépourvu de toute insulte. C'est la voix de la procédure administrative en marche. La caméra capture le visage de Lefebvre. Ses pupilles sont dilatées, une sueur perle sur son front. Il ne répond rien. Il comprend que chaque mot supplémentaire sera utilisé contre lui dans un procès qu'il ne peut pas gagner. La justice française, bien que perçue comme lente, s'active avec une précision chirurgicale lorsque les intérêts de l'État et les droits fondamentaux se rejoignent. L'enquête de l'IGPN et du CNAPS, Conseil national des activités privées de sécurité, débute dès le lendemain. Les vidéos de surveillance, saisies immédiatement, ne laissent aucune place à l'interprétation. Marc Lefebvre est suspendu à titre conservatoire. Son dossier révèle qu'il n'avait pas renouvelé sa carte professionnelle de manière valide. Une faute administrative grave pour l'employeur. Le procès civil s'étire sur 18 mois. La maison Valmont tente une médiation discrète, mais la famille Traoré refuse tout accord de confidentialité. Ils veulent un exemple. Le verdict tombe, l'enseigne est condamnée à verser 12 millions d'euros de dommages et intérêts. Ce montant record n'est pas seulement une compensation pour le préjudice physique de Malik, mais une amende punitive pour discrimination systémique organisée, le tribunal ayant prouvé que les consignes de sécurité de la boutique ciblaient explicitement certaines catégories de la population. En complément, le préfet de police signe un décret de fermeture administrative définitive de la boutique de l'avenue Montaigne pour troubles à l'ordre public et manquements répétés à la législation sur la sécurité privée. La marque, entachée par le scandale mondial, voit ses actions chuter de 14% en une semaine avant de se retirer du marché français. Selon vous, la condamnation à 12 millions d'euros est-elle une juste réparation pour l'humiliation subie, ou est-ce une décision disproportionnée due au statut social du père de la victime? La justice devrait-elle coûter moins cher ou plus cher aux entreprises discriminantes? Répondez en commentaire. Aujourd'hui, Malik Traoré a terminé ses études de droit à la Sorbonne. Il utilise une partie de la compensation financière pour financer une association d'aide juridique aux victimes de profilage racial. Il a conservé une cicatrice légère à l'épaule, mais son assurance n'a pas été entamée. Il est devenu une figure de la lutte pour l'égalité devant la loi, transformant un traumatisme en levier politique. Marc Lefebvre, quant à lui, a vu sa licence de sécurité révoquée à vie. Incapable de retrouver un emploi dans le secteur privé, il a épuisé ses économies dans ses frais d'avocat. Il vit désormais dans un modeste appartement en banlieue lointaine, subsistant grâce aux revenus de solidarité active. Les entretiens psychiatriques demandés par le tribunal ont révélé un homme incapable d'admettre sa faute, s'enfermant dans un narratif de victimisation,
Ou le système l'aurait sacrifié sur l'autel du politiquement correct. L'analyse finale de cette affaire nous enseigne une vérité froide. L'autorité sans preuve est une forme de vulnérabilité. Dans une ère où chaque interaction est documentée par des optiques haute définition, le biais cognitif devient une preuve forensique. La caméra ne ment pas. Elle ne ressent pas de peur et n'a pas de préjugés. Elle se contente d'enregistrer la trajectoire d'une chute. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.